Togo, notre pays, a célébré cette semaine le 58e anniversaire de son accession à la souveraineté internationale sur des fonds de tension. La semaine a été également marquée par des activités sur le plan social, en l'occurrence les troubles dans le secteur de la santé. Notre devoir dans l'émission Actu 7 sur 7 est de vous faire revivre tous ces événements à travers un décryptage. Alors, chers téléspectateurs, bonsoir et merci pour votre fidélité à cette émission. Je reçois pour vous dans ce numéro de Actu 7 sur 7 M. Cyril Yao Nkounou-Eklo. Il est le président du TJP, Temps de la jeunesse patriotique, un mouvement de la société civile. Monsieur Nkounou, bonsoir et merci pour votre disponibilité. Bonsoir à vous, bonsoir également à vos fidèles et téléspectateurs de la chaîne ECAPS. Je viens de faire une présentation sommaire de vous, à vous maintenant de vous faire mieux connaître par nos téléspectateurs. Et bien évidemment, je suis Nkounou Yao Eklo, le président du mouvement Temps de la jeunesse patriotique, qui est un mouvement citoyen, et un mouvement citoyen qui a pour objectif de promouvoir l'enracinement de la réconciliation, l'unité nationale, de promouvoir la non-violence, le patriotisme, interpeller chaque citoyen à ressortir en lui cet esprit patriotique qui doit nous permettre d'aller vers l'acceptation mutuelle, le respect mutuel, afin de conjuguer nos savoir-faire, nos créativités, nos ingéniosités au profit de notre pays et l'élever et construire ainsi notre fierté. Parce que c'est lorsque un pays évolue que les citoyens de ce pays-là ont une certaine qualité, qu'ils montrent une certaine valeur et ils sont respectés de par le monde entier. Également, nous avons pour objectif... Ouais, vous êtes allé trop en besoin parce qu'on va en venir à TJP, mais on aimerait bien connaître qui est M. Nkounou. La personnalité de M. Nkounou, son enfance, ça a été passé où sur l'étendue du territoire national, ses études, ça s'est passé où, ainsi de suite. Bien évidemment, M. Nkounou, c'est un citoyen togolais qui s'est vu naître sur le sol togolais, qui a fait ses études sur le sol togolais. Bon, de par ses activités professionnelles, il a eu quand même un moment à voyager un peu et dans certains coins du monde, etc. Mais à un moment, la marche de notre pays, surtout après les événements que nous avons connus en 2005, a vraiment interpellé M. Nkounou, un groupe de citoyens togolais, à marquer leur engagement citoyen et pour porter leur contribution dans la construction de notre pays. En ce sens, que le Temps de la jeunesse patriotique a pris naissance et depuis 2010, le Temps de la jeunesse patriotique reste actif sur le terrain, que ce soit politique ou social, de façon à ce que la politique soit un élément qui favorise l'évolution du pays et la construction du pays en toute harmonie, en toute solidarité des fils du pays. Et nous œuvrons depuis un certain nombre d'années en ce sens-là. Voilà un peu présenté le TJP. Vous êtes en train de parler un peu des objectifs, avant que je ne vous coupe la parole, mais vous pouvez maintenant continuer. Oui, pour ce qui concerne les objectifs, le TJP s'est assigné également l'objectif d'interpeller les acteurs politiques sur leur responsabilité vis-à-vis des populations et du pays, de façon à ce que la politique ne soit plus une source de frustration des populations ou de recul du pays. Et également, nous sommes assignés comme mission d'interpeller les citoyens au civisme, à la citoyenneté, au respect des biens publics et privés, et interpeller le gouvernement à la bonne gouvernance, parce que les citoyens peuvent beau suer, peuvent beau se tuer au travail, peuvent beau se sacrifier au travail, mais si les deniers ne sont pas gérés à bon escient, s'il n'y a pas de bonne gouvernance, nous allons toujours tourner en rond sans pouvoir avancer. C'est en cela que nous interpellons également les gouvernants à la bonne gouvernance. Et également, le Temps de la jeunesse patriotique se voit assigner également cette mission de
de promouvoir la non-violence, comme je l'ai dit précédemment. Et donc voilà un peu, entre autres objectifs, que le ton de la jeunesse patriotique s'est assigné. Aujourd'hui, le Togo a 58 ans d'indépendance. Je ne sais pas si vous étiez né avant les années 60 ou bien dans les années 60. Mais aujourd'hui, nous avons célébré les 58 ans. Ça vous dit quelque chose? Alors, vous savez, il est normal que les hommes sur Terre ont indéfiniment une durée de vie. Et les temps passent. Et un être humain ne peut pas être présent dans tous les temps. Nous ne sommes pas de la génération des années 60. Mais il faut dire que l'histoire fait que nous pouvons vivre. Nous pouvons vivre à travers l'histoire ce qui a été pendant ces années 60-là. Et ma foi, nos sens de discernement peuvent nous amener à comprendre que nous sommes ici en tant que citoyens interpellés dans le sens de savoir quelle serait notre partition jouée, parce que c'est une construction permanente, la marche d'un pays, c'est une construction permanente. Et donc, c'est vrai que ce qu'il faut retenir pour ces années 60, c'est le désir, l'engagement, la détermination de nos aïeux à rompre avec la servitude. À aspirer à la liberté, obtenir l'indépendance de notre pays, indépendance dans la gestion de notre pays, des ressources, en quelque sorte une prise en charge de soi. Et donc ils ont lutté de diverses manières, dans un grand sacrifice, et ils ont obtenu, arraché cette indépendance. Maintenant, ils ont joué leur rôle, ils ont joué leur partition, et il revient à la relève que nous sommes, bien que nous n'ayons pas participé à cette lutte, à ce combat, à cette démarche pour obtenir l'indépendance, mais que nous puissions au moins avoir la conscience de valoriser ce sacrifice de nos aïeux. Et en ce sens, nous serons mieux interpellés sur comment nous pouvons entretenir cet héritage que nos aïeux nous ont. Donc vous pensez qu'il y a déphasage entre ce qui a été fait dans les années 60 et ce que nous sommes en train de faire aujourd'hui? Absolument, absolument, parce que vous comprenez que nos aïeux étaient dans une certaine vision. Et c'est cette vision qui a fait qu'ils ont lutté pour nous arracher l'indépendance. Mais que faisons-nous de cette indépendance aujourd'hui? Quand nous savons que l'indépendance qui nous garantit, comme on le dit souvent, une certaine souveraineté, nous, autour de la jeunesse patriotique, nous pensons que la souveraineté, elle se matérialise, elle s'affirme et s'impose. Quand vous voyez un peu les grandes puissances dans le monde ont de l'affirmation et s'imposent tout simplement parce que leur pays, ils les ont construits, ils sont à un certain niveau. Et quand nous parlons de matérialiser notre souveraineté, c'est à travers notre capacité de créativité, d'ingéniosité, comment nous construisons nos pays, comment nous l'élevons, quelle est notre puissance. Donc le Togolais ne peut pas être fier aujourd'hui de sa mère patrie? Ben, vous savez, cette fierté en question, elle est de plusieurs ordres. Il y a la fierté, oui, je suis togolais, la terre togolaise, c'est ma terre natale, je suis né sur cette terre, je m'identifie au Togo, et oui, ça c'est une fierté, oui, mais je dirais cette fierté, elle est individuelle. Elle est individuelle, cette fierté n'a pas une portée générale. Une portée mondiale. Elle n'a pas une portée mondiale. Et elle se résout à l'individu ou aux citoyens du pays. Maintenant, quand nous parlons de matérialiser, c'est-à-dire que j'ai utilisé trois mots. La souveraineté, elle se matérialise, elle s'affirme, elle s'impose. Quand je parle de matérialiser dans le sens où qu'est-ce que vous produisez de grand?
quelles sont les grandes choses que vous produisez? Quand on prend un peu les puissances occidentales, on sait que tout est parti de la révolution industrielle à travers la découverte de la houille, par exemple. Et il y a des industries qui ont pris naissance et ils fabriquent de tout. Aujourd'hui, quand vous voyez les Occidentaux fabriquent des armes, des voitures, des avions, etc. Aujourd'hui, nous aussi, nous avons le port, nous avons des industries, nous avons des entreprises. Eh bien, écoutez, vous savez, tout ce que nous avons, c'est des choses que nous avons en nous inspirant ou en nous calquant sur ce que les Occidentaux ont déjà et c'est sur leur expertise, vous comprenez. Vous construisez le port, mais ce sont eux qui viennent vous construire le port. Donc il n'y a pas une originalité. Vous construisez l'aéroport, ce sont eux qui viennent vous construire ça. Vous roulez en voiture, ce sont eux qui les fabriquent et vous roulez. Donc ça veut dire que lorsque votre souveraineté, vous ne la matérialisez pas, vous ne pouvez pas vous imposer aux yeux du monde et vous n'avez pas d'affirmation parce que vous n'êtes que des consommateurs. Vous comprenez? Je vais vous donner un exemple tout simple. L'exemple tout simple, vous voyez, quand les Occidentaux célèbrent leur fête nationale, leur association à la souveraineté internationale, les défilés militaires qu'ils font, tout ce qu'ils brandissent comme matériel, militaire, équipements et tout ça là, c'est pour montrer aux yeux du monde la matérialisation de leur créativité, de leur intelligence, de leur ingéniosité. Vous savez, tout ça là, c'est des choses qu'ils ont produit eux-mêmes. C'est des choses qu'ils ont fabriquées eux-mêmes. C'est le fruit, c'est la preuve de leur intelligence, leur ingéniosité, leur savoir-faire. Mais alors que nous, quand nous copions, nous répétons la même chose chez nous. Et pour la fête d'indépendance, nous faisons les défilés militaires. Tout ce que nous sortons, nous montrons, c'est que voilà ce que nous avons pu consommer. Voilà ce que nous avons pu acheter. Et donc, vous voyez le fossé, vous voyez la différence. Donc, ça veut dire qu'au finish, et quand nous faisons ça, c'est toujours les Occidentaux qui sont fiers parce que, ah voilà, ces citoyens du monde-là, voilà en quoi ils dépendent de nous. Donc, on n'a pas coupé le cordon ombilical. Et on n'a pas coupé le cordon ombilical, je ne sais en quel sens, c'est tout simplement si pour nous dire dépendons, que... Si vous pensez que nous dépendons encore de l'Occident par l'achat de nos armes, par l'achat du fait que nous consommons les produits venus de l'Occident, donc c'est comme si... C'est pour simplement dire que nous peinons toujours à matérialiser notre souveraineté, à l'affirmer et l'imposer. Voilà. Et comment peut-on l'imposer, l'affirmer? Mais vous savez, le temps de la jeunesse patriotique, nous avons comme devise identité, valeur, évolution. L'identité, nous, en tant qu'Africains, des êtres humains, qui sommes-nous? Que voulons-nous? Un certain nombre d'interrogations que nous devons nous poser. Que pouvons-nous être capables de faire? Maintenant, quand nous parlons de valeur, c'est-à-dire qu'avons-nous comme potentiel, comme atout en nous? Et parce que c'est à travers des valeurs que vous pouvez créer des choses. Non pas consommer, parce que nous démorons, nous incrustons dans l'état de consommateur. Quand vous avez des valeurs de qualité, vous pouvez aussi créer des choses. Et c'est en cela que la valeur, et maintenant, au-delà de la valeur, tout ce que vous aurez à créer, etc., c'est ça qui vous permet d'avancer, c'est ça votre évolution. Et en ce moment, vous pouvez savoir que votre souveraineté, vous la matérialisez, vous l'affirmez, vous l'imposez. Aujourd'hui, les Occidentaux, ils s'imposent à nous dans le monde parce qu'ils ont quelque chose. Avant de s'imposer, il faut posséder quelque chose. Mais aujourd'hui, que possédons-nous? Quand nous dépendons toujours en tout, même dans les appareils électroménagers, nous dépendons des Occidentaux. Même les téléphones que nous tenons et nous faisons le pan, tout ça, mais nous dépendons d'eux et tout. Alors donc, il nous revient. Et ces moments sont des moments pour nous où nous devons nous plonger dans une profonde réflexion, dans des interpellations de nous-mêmes et savoir exactement que valons-nous, que recherchons-nous, où allons-nous, que faisons-nous de l'indépendance que nos aïeux se sont sacrifiés, se sont tués pour arracher au profit de notre pays et de nous qui sommes les générations qui doivent les suivre. Toutes ces interrogations doivent pouvoir nous interpeller et au moins, du moins aujourd'hui, nous sommes conscients que nous demeurons rien que des consommateurs. Et c'est en cela que, du moins, nous pouvons au moins être capables des choses basiques. Nous, autour de la jeunesse patriotique, nous pensons que nous devons au moins être capables de choses basiques. Et ces choses basiques, au moins, c'est l'acceptation mutuelle, le respect mutuel, l'amour de l'autre et de la patrie.
si nous comprenons réellement ce que c'est que l'amour de la patrie, je vous dis que quand un citoyen est à la charge, a eu la responsabilité d'un département ministériel, etc., et comprenant que ce que je dois apporter comme travail là, c'est au profit de mon pays et de mon peuple. Je dois construire une fierté. Mais le citoyen qui trouve le fait qu'il occupe un poste et que c'est une opportunité pour lui de s'en mettre plein les poches, de s'enrichir et de détourner les biens publics, il n'a qu'à savoir qu'il est en train de trahir son pays et au même moment, il est en train de détruire son peuple parce que il est comme un élément pourri, excusez-moi les termes, un élément pourri qui empêche l'évolution du pays. Détourner les deniers publics, c'est bloquer l'évolution de son pays parce que ce n'est pas l'affaire d'un individu. Je vous dis, les Occidentaux, ils ne regardent pas que dans tel pays, il y a des milliardaires, etc. C'est pourquoi quand on veut parler, on dit le Togo, les Togolais. Ce n'est pas l'affaire d'un individu. Donc, nous devons aller vers une certaine prise de conscience et comprendre que nous ne devons pas toujours tout résoudre à notre personne, à notre individu. Parce que c'est tout cela qui nous empêche d'aller de l'avant et ça nous incruste dans un certain ego qui nous aveugle et nous empêche d'aller vers l'essentiel qu'est l'acceptation mutuelle, le respect mutuel, en comprenant que c'est lorsque nous aurons conjugué nos savoir-faire, nos créativités, nos ingéniosités, que nous pourrons élever notre pays et ainsi construire une certaine fierté, un respect vis-à-vis des autres. Donc c'est un moment de réflexion, d'interpellation qui doit vraiment, si réellement nous nous proclamons intellectuels, les intellectuels doivent faire des choses spectaculaires. Et faire des choses spectaculaires, c'est faire évoluer votre pays. C'est ne pas vous entredéchirer avec des armes que les Blancs et les Occidentaux utilisent le cerveau pour fabriquer et vous vendre. Ce n'est pas vous entretirer en tout temps avec ça. Ce n'est pas seulement vous entredéchirer. Parce que nous pensons que nous les Africains, nous tergiversons toujours. Nous cherchons toujours. On ne se retrouve pas toujours parce que, comme vous l'avez annoncé dans les titres, nous sommes en plein moment de célébration, de commémoration de la lutte que nos aïeux ont faite pour nous arracher une certaine prise en charge, une autonomie. En ce même moment, on s'entredéchire, on se tape dessus, mais finalement, les Blancs nous voient, nous sommes toujours une curiosité. Nous sommes toujours une curiosité. Vous comprenez, nous sommes toujours une curiosité et ma foi, je crois que ça doit vraiment nous interpeller et à rechercher, à avoir une façon positive, une façon propre, une façon étendue de réfléchir que de nous limiter toujours dans nos égos, dans la recherche de nos intérêts personnels qui, ma foi, et faisons les bilans jusqu'à ce jour, ça ne nous a pas permis d'aller de l'avant, puisque qui que nous soyons, quel que soit notre rang social, etc., le luxe dans lequel nous végétons, ou nos conditions décentes et de vie d'une minorité, ça nous vient des Blancs, des Occidentaux, oui. Mais cela n'empêche non plus que les Togolais se comprennent. Par exemple, cette semaine où le Togo a fêté son 58e anniversaire, nous avons vu deux camps, l'opposition qui a organisé des manifestations sur le départ des journées de recueillement et qu'on sort de l'autre côté. Nous avons le gouvernement avec le parti UNIR qui quand même ont fait des pas, qui ont fêté un grand pas en inaugurant des choses par-ci, de l'autre part. Donc, est-ce que vous pensez que c'est l'ego qui cause tout ça ou bien on ne peut pas s'empêcher de cela et prôner l'intérêt supérieur de la nation? Oui, justement, c'est ce que je venais de dire tout à l'heure. Nous tergiversons toujours. Mais cela n'empêche, est-ce que c'est l'ego qui cause cela? Est-ce que l'unité aujourd'hui, voir le Togo comme une entité et se dire nous sommes Togolais et fêter au moins ce souvenir de cette date en étant ensemble, peut-être pourquoi pas le chef de file de l'opposition va assister au défilé organisé par le gouvernement, c'est possible aussi? Nous tergiversons toujours, nous nous cherchons toujours et nous nous incrustons toujours dans l'ego, dans l'aveuglement. C'est pourquoi il y a cette situation. Et nous n'avons pas d'idéal, nous n'avons pas d'idéal, nous n'avons pas de vision. C'est pourquoi il y a tout ce mélange-là. Voilà.
Il y en a qui pensent qu'ils détiennent la solution absolue. D'autres aussi également qui pensent différemment. Et donc, du coup, ça, on ne peut pas dire que cette divergence constitue une richesse, une qualité. Non, au contraire, ça nous enfreint, ça nous empêche d'aller de l'avant. Ça nous retarde parce que nous cherchons toujours. Ce n'est pas une question de conditions sociales. Parce que vous savez, nous les Africains, et principalement les Togolais, nous pensons que la valeur, la qualité d'un homme, ça réside dans sa condition sociale, dans son aisance financière. C'est lorsque quelqu'un a les moyens financiers, ça veut dire que c'est non seulement que cette personne. Non! Or que chez les Occidentaux, celui qui a la qualité, la valeur, c'est comment, qu'est-ce qu'il dégage d'ici, de sa tête. Parce que je vais vous donner encore un exemple. Même si nous disons que nous sommes riches, nous sommes millionnaires, milliardaires, mais si les Blancs ne fabriquent pas la machine qui frappe l'argent, est-ce que tu serais là à compter des milliards, des millions? Nous devons nous réveiller, sortir de nos illusions. Nous végétons toujours dans l'illusion. Oui, et quelqu'un qui a les moyens, qui a l'argent, il pense qu'il doit dominer, il doit écraser, etc. Et ça, c'est des gemmes que nous avons toujours, hein, des gemmes, et je dois dire indigènes, hein, en tant qu'Africains, et qui nous empêchent d'aller de l'avant. Je vous dis, chez les Occidentaux, quand un citoyen, quelle que soit sa nature, sa condition sociale, a une idée qui y trouvera toujours des répondants à qui il doit exposer ses idées, et au même moment, il trouvera toujours, il y en a qui sont prêts à financer ces idées pour aller de l'avant. Et ça, c'est au bonheur de tous. Mais chez nous, en Afrique, tu as de bonnes idées, tu vas rencontrer quelqu'un, soit il te banalise, soit il prend après, tu vas voir, il va chercher un levé à lui, quelqu'un qui n'a pas l'inspiration, et tu vas voir, ils vont commencer par exécuter de façon rocambolesque avec un résultat mitigé. Donc etc. vous pensez que le problème togolais, c'est un problème qui émane du fond du noir du Togolais même? Absolument, nous avons, je vais vous répéter, je dis au ton de la jeunesse patriotique, notre devise c'est identité, valeur, évolution. L'identité, la valeur qui aboutissent à l'évolution. Et en ce moment, nous aurons la matérialisation de nos souverainetés, l'affirmation de nos souverainetés et nous imposer. Mais à ce jour, en quoi est-ce que nous imposons? Imaginez, lorsque dans un État africain, il y a l'armée, il y a les armées souterraines. Mais quand parfois les corps habillés de ce pays utilisent les armes contre les citoyens, parfois il faille que ce soit l'Occident encore qui se lève, dise attention, et avant que les gens ne se rendent. Vous voyez ça? Ce n'est pas nous-mêmes qui nous tournons vers les Occidentaux. Alors, mais écoutez, vous dépendez des Occidentaux. Vous roulez en voiture, vous dépendez des Occidentaux. Vous prenez l'avion, vous dépendez des Occidentaux. Les armes que vous tenez, vous dépendez d'eux. En tout, etc. Mais vous voulez quoi? Parce que vous-même, vous faites toujours esclave, vulnérable. Tout simplement que vous ne vous voyez pas en vous la capacité de créativité et également. Et donc, du coup, vous consommez les Occidentaux et les Occidentaux seront toujours au sommet et vous serez toujours en bas. On a vu avec Kadhafi. Kadhafi, il avait une vision, il avait un amour pour son peuple. On a vu les conditions que Kadhafi a établies au profit de ses compatriotes libyens. Et le niveau de vie qu'il a essayé de garantir à ses compatriotes libyens. Mais également, on a vu l'armement de Kadhafi. Kadhafi, mais toujours tristement, c'est que tous ces armements, il les a acquis des Occidentaux. Oui, il les a acquis des Occidentaux. Et quand Kadhafi voudrait pouvoir s'affirmer, les Blancs disent non, tu n'as pas à t'affirmer, chef, parce que tu dépends toujours de nous. Et ils l'ont montré que tout ce qu'il a comme force, comme armement, ça vient d'eux. Ils en ont plus redoutable. Ils l'ont écrasé en 2 minutes. Ça veut dire que vous savez, nos armées dans nos États constituent, l'armée constitue la force du pays. Mais quand vous avez une force qui n'est pas propre à vous, une force qui est venue d'ailleurs, oui, une force qui est venue d'ailleurs, alors ceux qui vous ont donné cette force-là, c'est parce qu'ils en ont plus redoutable qu'ils vous ont donné juste une partie. Bien sûr. Oui, et au moment venu, quand vous voulez vous montrer, quand ils vont vous démontrer que non, que vous dépendez d'eux, ce sont eux qui vous ont donné cette force. Et ils sont plus puissants que vous, ils vont vous détruire. Vous comprenez? Alors maintenant, nous, qu'est-ce que nous faisons? Cette force que nous avons, on la déploie sur nos propres frères.
hein, on se déchire, on s'entretue, etc. Et les Blancs, les Occidentaux, ils restent là encore, ils nous regardent. Ah, regardez-les, franchement, c'est des gens qui se cherchent toujours. Ils ne savent pas d'où ils viennent, où est-ce qu'ils vont, etc. Ils se cherchent toujours. Et c'est triste, et c'est lamentable, et c'est regrettable. Et ça doit nous interpeller. On se déchire, on s'entretue, mais depuis le 19 août 2017, le Togo est entré dans une crise qui ne dit pas son nom. Et pour sortir le pays de cette crise, les acteurs se sont retrouvés sur une table de dialogue. Croyez-vous à ce dialogue? Tout ça là, c'est la matérialisation de ce que nous tergiversons toujours. Nous n'avons pas d'idéal, nous n'avons pas de vision. Combien de fois les acteurs ne se sont pas retrouvés pour discuter, pour dialoguer, etc. Mais toujours est-il que nous sommes toujours sous l'emprise de cet ego-là, de ces calculs d'intérêt personnel, etc. Vous savez, aujourd'hui, nous faisons le triste constat. Le triste constat que même ceux qui se disent intellectuels, de grands diplômés, ne cernent pas toujours ce qu'est le patriotisme. Parce que si nous cernons réellement le patriotisme, nous comprendrons que le pays est plus important que nous, nos personnes, nos individus, et nous ferions ce qu'il faut pour garantir à notre pays un apaisement et garantir à notre peuple une véritable unité nationale, acceptation mutuelle, un idéal, une vision. Mais c'est parce que nous tergiversons, nous peinons à cerner le sens du patriotisme que nous pensons que tout se résout à notre personne, à notre individu, et nous sommes comme le jour et la nuit. Ce qui nous plaît, nous devons faire. Nous pouvons nous roubler, nous pouvons nous narguer, etc. Et donc vous irez de crise en crise. Vous comprenez? Vous irez de crise en crise. Et tout simplement parce que vous souffrez d'une certaine carence, vous souffrez d'une certaine méconnaissance, d'une certaine vision. Donc vous allez toujours tourner en rond, vous allez tergiverser. C'est pourquoi il y a eu cette crise de 19 août. Sinon, il n'y aurait jamais eu cette crise de 19 août. Je vous rappelle qu'au lendemain des élections de 2005, les acteurs politiques sont retrouvés en 2006. Au niveau de Ouagadougou, justement pour signer un accord politique global qui devait être mis en œuvre, mais qui n'a pas été mis en œuvre. Les acteurs se sont retrouvés dans divers cadres. Le CPDC, le Togo Télécom, et récemment le HCOUM qui a rassemblé tous les acteurs des forces vives de notre pays à l'hôtel Radisson Blu. Il y a le HCOUM qui a sillonné le pays et a récolté la vie des Togolais, etc. Non, mais écoutez, mais qu'est-ce qui se passe-t-il? Qu'est-ce qui se passe-t-il? Qu'est-ce qui nous aveugle autant? Qu'est-ce qui nous aveugle pour que, à 58 ans après l'indépendance, qu'on s'entre-déchire toujours, etc. Ça veut dire que nous restons toujours dans de l'obscurité, nous nous cherchons toujours. Ce n'est pas une question d'intellectuels, vrais diplômés, etc. Nous avons des intellectuels, des vrais diplômés, mais nous sommes toujours dans l'obscurité, nous nous tournons toujours en rond, on se cherche, on ne sait pas d'où on vient, où on va, et c'est lamentable et c'est triste. Et selon vous, à qui concrètement la faute? Bon, étant donné que le gouvernement rejette le tort sur l'opposition de son côté dit que c'est le gouvernement qui fait du dilatoire. Vous savez, nous les Africains, nous forgeons une certaine image de la politique, une image égoïste, une image vraiment triste de la politique, où nous pensons que la politique doit être une occasion de roubladise, une occasion de mensonge, une occasion de mauvaise foi, etc. Nous allons toujours tourner en rond. Or, la politique, c'est quoi la politique? La politique, c'est l'expression, c'est la possibilité pour chaque citoyen de développer des idées, des approches et mettre des actions qu'il faut en toute harmonie, en toute solidarité pour construire notre pays. Et ça incombe la responsabilité d'une certaine unité nationale, acceptation mutuelle, respect mutuel, l'amour de la patrie, de conjuguer nos efforts, nos savoir-faire, nos créativités pour construire le pays. Or, nous, Africains, nous pensons que la politique, c'est un jeu où on doit se mentir, on doit roubler, on doit s'accuser mutuellement, etc., etc. Et ça fait que nous sommes toujours sur place. Moi, je mets toujours cette image où on met deux arbres. Deux arbres, il y a deux races en compétition, les noirs et les blancs. On dit compétition, il faut aller cueillir la connaissance en haut. Les blancs, quand ils courent, ils arrivent
à côté de l'arbre, le premier qui embrasse l'arbre, son second le pousse à aller rapidement cueillir et revenir. Et mais les noirs à côté, quand le premier qui embrasse l'arbre, l'autre le tire, ils sont là à se tirer, les blancs ils sont allés, ils ont cueilli, ils sont revenus, ils ont gagné, la compétition est terminée, tout le monde est parti, mais les noirs sont toujours là à se tirer jusqu'à ce qu'il faille qu'un d'entre eux tue son prochain. Il élimine son prochain avant de monter en haut, aller cueillir, revenir. Mais là, il ne trouve plus personne. C'est trop tard. La compétition est finie depuis des jours. Il n'y a plus personne. Et c'est seulement, il se retourne, il se regarde. Il va voir son frère qu'il a tué par terre. C'est lamentable, c'est triste pour nous, les Africains. Moi, je dis, cette occasion de célébration de la solidarité internationale, je pense que c'est une occasion qui doit permettre à ce que les acteurs politiques s'asseyent. Et ils se disent, quelle orientation nous pouvons donner pour l'évolution de notre pays? Que devons-nous faire? Qu'est-ce qu'il y a lieu de faire, etc., etc., etc. Réfléchir, mener des réflexions idoines, propres, approfondies, qui doivent favoriser l'évolution du pays. Et au même moment, ces occasions où il faut défiler, parce que nous copions des blancs, mais ce n'est pas tout que nous devons copier. Ça doit être l'occasion maintenant pour nous, dans chaque localité. Qu'est-ce que nous avons comme potentiel? Qu'est-ce que nous avons comme savoir-faire? Qu'est-ce que nous devons améliorer? Et comment est-ce que nous devons faire pour que cela rejaillisse sur l'ensemble des citoyens? Et au même moment, comment aller vers la conquête de marché sur le plan mondial, etc., etc. Je pense que c'est ça l'essentiel. Mais avant d'arriver là, il faudrait que les compatriotes se comprennent. Mais aujourd'hui, le problème est qu'on n'arrive pas à se mettre d'accord sur une chose. Alors, c'est ce que je viens de dire d'abord en premier lieu. Que les acteurs politiques, c'est l'occasion pour les acteurs politiques de tous bords de s'asseoir. Parce que tous réclament, défendent le pays. Alors, c'est au moins une occasion pour les acteurs politiques de s'asseoir. Mais qu'est-ce qu'on remarque? Nous remarquons toujours cet ego. Il y en a qui pensent qu'ils sont riches, ils ont plus de valeur que l'autre, ils ont plus de qualité, etc. L'autre, lui, n'a rien, etc., etc. Et bien voilà. Mais quelle est la situation du pays au finish? Le pays est tel, votre pays est un pays pauvre, très endetté. Vous êtes milliardaire, vous voyez avoir une qualité, une valeur, mais votre pays est un pays pauvre, très endetté. Ça n'enlève pas cette appellation à votre pays. Et donc, tristement, ça doit nous interpeller et savoir que nous devons aller vers l'essentiel et non pas toujours perdre notre temps sur les inutilités, parce que ces rivalités-là, ces façons de voir, non, tel n'a pas telle qualité, tel ne doit pas, etc. Voilà des choses qui nous empêchent d'aller de l'avant. Voilà des menottes qui nous tiennent et qui nous emprisonnent, qui nous retiennent, nous empêchent d'aller de l'avant. Nous devons pouvoir dépasser tout ça. Nous devons aller vers un changement de mentalité. Ce n'est qu'avec le changement de mentalité que nous pourrons aussi faire de grandes choses, tout en sachant que c'est de bonnes guerres dans ce monde. C'est de bonnes guerres. Mais les pays qui font le choix de l'évolution, ils avancent. On peut citer aujourd'hui, beaucoup citent l'exemple du Ghana, beaucoup citent l'exemple du Rwanda. C'est une question de choix. C'est-à-dire quel est le choix que vous faites? Vous comprenez? Quand vous parlez du Rwanda, nous voyons déjà qu'avec Paul Kagame, malgré qu'il n'y a pas d'alternance, mais le pays avance. Quand vous avez une idéal, quand vous avez une vision, vous pouvez avancer, je vous dis. Mais quand vous voulez toujours vous incruster dans l'ego, dans la célébration d'une beauté illusoire, dans une certaine illusion, vous pensez que c'est vous qui avez la qualité, l'autre n'en a pas, etc. Vous allez toujours afficher cette image-là de pays pauvres, très endettés, qui se cherchent, des gens qui se disent intellectuels, mais qui sont comme dans l'obscurité, qui n'arrivent pas à élever, hausser leur pays et l'imposer aux yeux du monde à travers l'évolution qu'ils lui garantissent, etc. Moi, ça me fait mal quand on dit, ah, regardez le Ghana, oh, regardez Accra. J'aurais préféré qu'on me dise que, mais regardez le Togo, regardez les Togolais, etc. Effectivement, le chef de l'État haïtien, dans son adresse à la nation le 27 avril dernier, il avait appelé tous les Togolais à s'unir et à travailler ensemble. Et de même, il dit qu'on doit respecter le calendrier constitutionnel. Ben, écoutez, vous savez, nous avons toujours dit que, vous savez, la Constitution, les lois sont écrites, établies par les hommes, pour les hommes. Alors, vous savez, un pays, prenez aujourd'hui un peu la Syrie, et c'est dans ces conditions.
Tu peux parler de citoyenneté, tu peux parler de loi, etc. Soyons réalistes. De 10 ans. Tant que les hommes ne s'entendront pas, etc., et tout ça là, etc., respecter les tests, etc., serait comme un passage en force. Et un passage en force qui ne garantirait pas toujours une certaine série. Mais étant donné que les belligérants ou bien ceux qui se posent aujourd'hui n'arrivent pas à se mettre d'accord, il faudrait qu'on aille au référendum. Donc c'est ce que prône le chef de l'État. De toutes les façons, vous savez, notre pays, il faut le reconnaître, est en difficulté financière. Et ça se reflète à travers ces temps-ci les conditions de vie des citoyens, etc., etc. Alors maintenant, est-ce que nous devons aller encore dans des projets hasardeux qui doivent encore nous enfoncer dans la précarité, etc. Mais il faut aussi rester dans la situation actuelle pour ne pas évoluer. Ben, écoutez, rester dans quelle situation actuelle? Il faut juste que les acteurs se ressaisissent. Nous risquons de nous faire redondants. Quand nous parlons de patriotisme, d'acceptation mutuelle, de respect mutuel, mais il faut juste que les acteurs mettent le Togo au cœur de leurs préoccupations, au détriment des intérêts personnels, des calculs politiques partisans. C'est tout. Et en ce moment-là, ils feront ce qu'il faut, ils feront les réformes qu'il faut à l'Assemblée. Mais comment, moi je ne nous comprends pas, nous les Africains. Et il y a un chemin qui n'est même pas coûteux, qui ne vous fera même pas dépenser de l'argent pour gagner quelque chose. Et ça, il suffit juste que vous entendiez, en toute honnêteté, en toute sincérité, en bon patriote. Vous allez à l'Assemblée, vous votez les lois qu'il faut, vous faites les réformes, tranquillement. Mais vous ne voulez pas, vous parlez de référendum, alors que vous êtes en difficulté, et pour faire ce référendum, il faut encore de l'argent, déployer de l'argent. Et moi, je pense, ma foi, que ce référendum n'a pas l'assentiment de tous les courants politiques. Et quand c'est comme ça, les partenaires ne financent pas les élections. On a vu en 2015, à cause des divergences qu'il y a eu, les partenaires n'ont pas véritablement financé les élections. C'est le Togo qui a financé. Et on a vu toutes les conséquences. Parce que vous voyez tous ces remue-ménages sur le plan social, etc. Et on n'est pas encore vraiment sorti. Donc vous pensez qu'on peut faire économie du dialogue, on peut faire économie, etc. Faire les réformes à l'Assemblée et tranquillement. Et maintenant, aller vers des élections. Et c'est en cela que nous disons que, au regard de la profondeur de la crise de confiance qui est entre les acteurs politiques, entre les Togolais, non seulement entre les populations, les citoyens et également les corps habillés, donc il faut qu'il y ait un arbitrage. Un arbitrage pour départager les deux camps. Parce que le parti au pouvoir réclame avoir la majorité derrière lui, au sein du peuple. L'opposition, le groupe des 14 partis politiques également, se dit avoir la majorité. Et donc, il faut que, de façon équitable, de façon juste, les deux s'affrontent dans les urnes, mais sous l'administration d'un arbitrage. Et cet arbitrage, c'est en cela nous disons qu'il faut que l'ONU vienne organiser les élections pour départager les deux camps. Donc, vous rejoignez encore l'idée du chef de l'État que ça serait départagé à travers les urnes. Non, mais c'est clair, ça va aboutir à là. Mais sauf que ce que nous disons est que, et voilà deux camps qui s'affrontent, et en ce contexte actuel, les deux camps qui s'affrontent, un camp ne peut pas encore organiser les élections. Donc pour vous, le gouvernement ne doit pas organiser les élections, donc et nous soutenons toujours même que cette CENI soit dissoute. Pourquoi? Oui, il faut dissoudre cette CENI. Il faut dissoudre cette CENI parce que nous voulons des élections équitables. Et il y a deux camps qui s'affrontent. Un camp ne peut pas en même temps encore se charger d'organiser les élections. Et nous disons cela en prévention des conséquences des lendemains incertains. Parce que vous voyez, ces temps-ci, tels que les Togolais sont debout, imaginez un peu qu'on organise encore. De toute façon, la C14 n'est pas prête à aller dans aucune élection dans ces conditions. Ça, c'est clair. Mais le chien à voir la caravane passe. Et avec quelles conséquences? Avec quelles conséquences? Donc ça veut dire que nous, c'est tout notre savoir faire ça, nous entretenir des crises, nous déchirer, etc. C'est tout ça que nous savons faire, la force que les Blancs nous donnent, l'utiliser à travers les armes qu'ils nous vendent, les utiliser pour nous tuer, et anéantir
nos potentiels, nos créativités, parce que chaque être humain, Dieu a mis en lui quelque chose. Mais quand vous entretuez, vous êtes en train de vous reculer, vous êtes en train de vous nuire. Parce que ce que l'autre peut apporter pour avancer, quand vous le tuez, c'est fini. Vous vous anéantissez, c'est tout ce que nous devons savoir faire. C'est ça notre intelligence, c'est ça notre ingéniosité, nous entretuer au lieu d'aller vers des réflexions idoines qui nous permettent d'aller de l'avant. Non, on fait le choix d'aller toujours dans le passage en force, dans les affrontements, etc. Non, nous devons à un moment, en toute humilité, prendre conscience et comprendre que ce schéma-là, nous ne pouvons pas toujours nous tergiverser dans un tel schéma, dans un tel scénario. Mais comme le dirait l'autre, il paraît que la mobilisation de la C14 faiblit. Puisque la C14 dit avoir le peuple derrière elle, mais aujourd'hui, par rapport à l'appel donné cette semaine ou bien la semaine passée, les gens n'avaient pas répondu. Votre question, ou peut-être aussi c'est quelqu'un que vous paraphrasez, est guidée d'une certaine ironie. Je voudrais, pour m'assurer de cette affirmation, voir une certaine image. Une image où la C14 appelle les populations à sortir et qu'il n'y ait pas de militaires, des corps habillés qui occupent les espaces de mobilisation et qui empêchent les gens de sortir. En ce moment, on appréciera. Sinon, avec cette image où quand on appelle à manifester, les corps habillés, les militaires sortent, etc., avec cette image-là, nous ne pourrons pas affirmer que la mobilisation faiblit. Parce que, vous savez, nous, en tant que société civile, rappelez-vous, en 2015, en 2014 d'abord, nous avons écrit une lettre ouverte aux forces armées togolaises. En 2015, nous avons écrit à la société civile, invitant la société civile à l'impartialité. Nous ne prenons position pour ni le camp du pouvoir ou de l'opposition, mais nous faisons partie des Togolais. Nous, ça nous interpelle lorsque les citoyens togolais sont abattus, sont battus, sont maltraités, emprisonnés, parce que cette image-là, pour nous, nous disons qu'il est temps que nous dépassions ces humeurs-là dues à la politique. Parce que c'est pour des faits politiques, des causes politiques qu'on assiste à tout ça. Nous aspirons à ce que ces genres de pratiques, ces genres d'images ne soient plus toujours de règles ou d'actualité. Et en ce sens, nous interpellons les uns et les autres. Alors, donc, c'est ce que je disais. Quand ce que nous obtenons comme force des Blancs, parce que ces armes, tout ça, nous sommes un pays pauvre, très endetté, même nous utilisons les gaz lacrymogènes plus que même les pays qui les produisent. Oui, nous sommes un pays très endetté où la maladie, la faim, etc. est vraiment d'actualité, est vraiment est en vigueur chez nous, mais nous consommons encore plus de gaz lacrymogènes que ceux qui les fabriquent. Alors ça doit nous interpeller. Où allons-nous? Que cherchons-nous? Que voulons-nous au juste? Et donc, en ce sens, par rapport à votre question, je dis, j'aurais préféré qu'il y ait une image, un appel des acteurs politiques de l'opposition et qu'il n'y ait pas des forces, des corps habillés qui soient au point des rassemblements pour empêcher, etc. Et en ce moment, on appréciera en toute vérité si réellement la mobilisation a faibli ou pas. Quittons le domaine politique pour venir au secteur social. Il y a une grève dans le secteur de la santé. Malgré cela, le chef de l'État a lancé le projet de la contractualisation du CHU Sylvanus Olympio. Oui, ben, écoutez, vous savez, tout ça, ça interpelle sur l'aspect de gouvernance. L'aspect de gouvernance. Nous avions le 7 de février dans ce pays qui a été géré par les Togolais. À un moment, on a vu pendant longtemps cet hôtel fermé parce que mal géré. Et combien de fois notre société d'extraction de ressources minières, le phosphate, n'a pas changé de nom, de dénomination, etc. Et entre-temps, dans ce pays, vous savez, quand vous avez des... Nous sommes tous des Togolais, mais parmi nous, il y en a qui sont désilluminés, il y en a qui ont une certaine clairvoyance. On a vu des gens à la tête de Togocel, ensuite à la douane. Le résultat, c'est comment? C'est mitigé, parfois même catastrophique. Mais d'autres sont arrivés à la douane, on a vu des performances, etc. Alors, donc, lorsque
nous voulons toujours faire les choses par affinité, par favoritisme, ou remercier les gens à cause de leur militantisme, on ne peut pas donner le meilleur de nous-mêmes. Il y aura toujours la mauvaise gestion. Et pourquoi parle-t-on de contractualisation aujourd'hui? C'est parce qu'il y a une mauvaise gérance. Voilà. Donc, jusqu'à mais les médecins disent que ce n'est pas la mauvaise gérance, mais c'est qu'il n'y avait pas du matériel, du personnel. Je vous dis qu'il y a une mauvaise gérance parce que, quoi qu'on dise, le CHU, c'est une unité qui génère de l'argent. Et non seulement que, certes, l'État fait des subventions, mais il y a de l'argent. Donc, si vous avez un éclairé qui est à la tête de cette structure, je vous dis que, non, mais écoutez, très simple, venez placer un blanc là-bas. Je vous dis, hein, ça ne poserait même pas de problème de matériel, etc. Parce que les gens, ils réfléchissent, ils veulent toujours faire quelque chose avec la voyance, avec un bon résultat. Or, nous, quel poste que nous occupons, c'est l'occasion pour nous de nous en mettre plein les poches. Et au même moment, c'est toi qui ramasses, tu mets plein les poches, mais tu veux influencer les autres, etc. Voilà, nous les Africains, il y a tellement de choses en nous que nous devons pouvoir éradiquer, corriger. Et ainsi, nous pouvons aller de l'avant. On n'aura pas besoin de ces projets de contractualisation, etc. Vous avez vu, le 3 de février, on est obligé de faire appel encore à d'autres pour venir rénover et gérer. Mais qu'est-ce qui s'est passé pour que le groupe Radisson plie bagage? Et ça fait encore, ce serait encore une perte pour le pays parce que le groupe Radisson est parti, il y aura un procès, etc. où ça va aboutir à ce que le Togo réponde à des responsabilités vis-à-vis de ce groupe. Mais aujourd'hui, on en prend encore qu'un autre est venu prendre encore. Donc finalement, nous sommes capables de quoi? De quoi sommes-nous capables? Alors que nous nous glorifions d'être des intellectuels, des gens qui connaissent. Parlons de l'intellectualisme, nous avons vu que les mois passés, le secteur de l'enseignement a été mouvementé par des grèves. Et la semaine passée, au moins, le gouvernement a pris des décisions en commun accord avec les syndicats et on a vu que l'année a subi un autre découpage. Vous ne pensez pas que ce nouveau découpage aura des conséquences sur le déroulement ou bien des conséquences sur l'avenir des enfants? Avant d'aboutir à cette question, je vais vous dire, dans notre pays, nous avons un ministère en charge de la planification. Que planifions-nous juste? Que planifions-nous? Nous ne devons pas juste importer, copier les choses des Blancs, parce que bon, les Blancs, ils ont un département comme ça, ils ont ceci, ils ont cela. Ok, on les installe, on dit à ce ministère, fais ceci, ce ministère, puis la planification, c'est ça la base, l'assouplissement de toute marche, de tout avancement. Le ministère de la planification, quelle orientation? Moi, je me dis même que le ministère de la planification doit être directement rattaché soit à la présence ou à la primature. Parce que c'est le ministère de la planification qui doit donner une certaine feuille de route à chaque ministère et doit faire un travail de titan. En ce moment, nous ne serons plus obligés de faire du saupoudrage. C'est-à-dire qu'il y a des situations de crise qui naissent. Bon, il faut tourner en rond. Bon, quelle solution il faut trouver à ça? Au même moment, il y en a encore qui se lèvent. C'est comme si nous ne savons pas encore ce qu'est une prise en charge, donc, y a-t-il un problème au sommet? Peut-on dire qu'il y a un problème au sommet de l'État? Mais nous avons, nous les Africains, un problème. Nous avons un problème. C'est que nous cherchons toujours. Nous nous cherchons toujours. Et nous pensons seulement consommer, jouir. Pourquoi attendre toujours qu'il y ait des crises? Le ministère de la planification est là pour prévenir un certain nombre de choses, donner d'orientation. Il faut faire ce qu'il faut, quand on fait ce qu'il faut. Mais il y a des situations, bon, on ne refuse pas, c'est des œuvres humaines. Mais quand même, je vous dis, mais on saura chez quel cap. Et au même moment encore, quand les citoyens ont dans la tête que tous doivent converger, leur savoir-faire, etc., pour construire le pays, et tout le monde travaille pour l'évolution du pays, mais il faut que la gestion des deniers publics se fasse de façon efficiente. Mais quand au même moment les citoyens entendent que des gens détournent de l'argent, ils ne sont pas inquiétés.
que des gens s'amassent et au même moment, ceux qui détournent viennent encore jouer des privilégiés sur les autres. Mais il y aura toujours problème. Il y aura toujours problème parce que, mais vous ne pouvez pas dire aux gens, ah non, il n'y a pas l'argent, etc. Mais au moment, les gens voient que vous détournez, etc. Je vous dis, cet exemple, je le donne toujours. Au Japon, au lendemain de la Deuxième Guerre mondiale, les Japonais travaillaient presque 20 heures sur 24 heures. Parce qu'ils ont le sens du patriotisme. Mais chez nous, quand tu fais 8 heures de travail, on se dit, ils ont le sens du sacrifice. Et regardez le résultat. Regardez le résultat. Un pays affaibli par les guerres. Il lui a fallu combien d'années pour se relever encore, être encore debout. Et ce pays vient encore vous donner des aides. Et vous applaudissez. Mais nous, les Africains, qu'avons-nous au juste? Que se passe-t-il avec nous? Je crois que ces moments sont des moments d'interpellation pour nous, où nous devons nous dépouiller de ces habits d'ego, etc. Parce que je vous dis, messieurs, vous vous proclamez intellectuel. Votre intellectualité, vous gagnez ça d'où? Des Blancs. Mon frère, vous gagnez ça des Blancs, tes diplômes, c'est mais tout ce que on nous enseigne à l'école, c'est les programmes des Blancs. L'école, c'est oui, c'est ça. Ça vient d'où? Des Blancs toujours. Qu'est-ce que tu as créé? Tu te vantes que tu as ton master, etc. C'est toi qui as créé l'académie. C'est des choses que tu as consommées. Est-ce que l'Afrique est capable aujourd'hui de faire un programme initialement africain? Et bon, donc, quand même vous n'avez pas d'identité, au jeu du monde, nous les Africains, nous n'avons pas d'identité, nous n'avons qu'une existence, les Africains. Parce que, écoutez, la Chine, elle s'affirme. Et quand la Chine, au Conseil de sécurité des Nations Unies, quand la Chine veut s'exprimer, elle parle sa langue. Et la France, elle parle sa langue. L'Allemagne parle sa langue. C'est quel pays africain qui va aller là-bas parler? Et vous avez quelle langue? Nous avons le Swahili. Il y a d'abord ça. Et comment est-ce que vous pouvez académiser votre langue? Ah bon, même quoi qu'encore, quand vous dites tout à l'heure notre constitution, tout ça, là, nos lois, etc. C'est des choses dont vous inspirez toujours des Occidentaux. Vous inspirez toujours d'eux. Alors, donc, je pense que nous avons un réel problème identitaire. Nous devons nous demander qui nous sommes, que voulons-nous, où allons-nous, que cherchons-nous. C'est très important. Et en ce moment-là, nous pouvons savoir que nous aussi, nous voulons avancer quelque part. Nous allons terminer ce débat avec l'affaire Bolloré. Monsieur Vincent Bolloré est en garde à vue à cause de l'octroi des marchés au Togo et en Guinée. Oui, vous savez, il y en a qui se sont réjouis de ce que Bolloré soit interpellé, ou même encore concernant le cas Sarkozy. Hein, vous savez, nous les Africains, c'est ça. Nous sommes toujours dans l'à peu près. Je vous dis, vous pensez que c'est à cause de vous les Africains que le juge français interpelle Bolloré ou quoi? Non, ce n'est pas à cause de vous. Ils ne vous ont même pas calculé. Mais qu'est-ce qu'il y a? Et ce qui poursuit, c'est que quand Bolloré reçoit de l'argent comme ça, il y a une partie qui doit rentrer dans leur caisse. Oui, mais il y a des taxes, il paie des taxes. Voilà, etc. Non, mais ils pensent que si on l'interpelle, c'est parce que c'est insuffisant. Oui, c'est parce que c'est insuffisant. Donc ça veut dire que c'est pour leur intérêt. Donc votre lecture, c'est que l'argent que Bolloré verse dans la caisse française n'est pas suffisant. Pour eux, avec ce qu'il fait comme chiffre d'affaires et ce qu'il verse, c'est pas suffisant. C'est pourquoi ils sont derrière lui. Donc maintenant, certainement... Donc cela implique que Bolloré fasse mieux qu'il verse beaucoup d'argent dans la caisse française. Ah, mais c'est clair. Vous savez, quand la justice française s'est acharnée contre l'ancien président Sarkozy, oui. Mais c'est parce que les enquêtes ont révélé que Sarkozy a eu beaucoup d'argent, etc., de Kadhafi. Ce n'est pas pour les beaux jeux des Libyens. Ce n'est pas que les juges français là sont les défenseurs des Libyens ou ils sont soucieux de ce que, pourquoi les deniers libyens, non. Mais c'est qu'il a reçu, mais il faut que ça rentre, etc., dans la quête de l'État, etc. Donc, parce que c'est au nom de notre pays que tu vas obtenir tous ces avantages-là. Donc, et ça montre que c'est des gens qui ont un certain idéal. C'est des gens qui ont une certaine vision. C'est des gens qui... Et vous allez voir, et cette affaire-là, on va dire que bon, que Bolloré est sous caution, est sorti, parce qu'il aura fait ce qu'il a fait, et puis c'est bon. Ce n'est pas pour le beau jeu de vous, les Africains, etc. Donc on n'a rien à gagner dans tout ça. Qu'est-ce que vous avez à gagner? Qu'est-ce que vous avez à gagner? Quand même vos chefs d'État, vous entendez qu'on gèle leur avoir, etc., etc. Est-ce que, combien de fois vous avez entendu que cet argent a été récupéré et qu'on l'a retourné au trésor du pays, etc.
Donc j'attends de voir que c'est pourquoi on accuse l'ancien président Nicolas Sarkozy que si les preuves sont sorties sur le montant qu'il aurait reçu de Kadhafi, que la France prenne ces montants-là et les retourne dans les caisses de la Libye, ou qu'on prenne ce qu'il y a et on reproche à Bolloré et qu'on retourne ça dans les caisses, que ce soit de la Guinée ou du Togo. En ce moment, je serais qu'à leur juste, c'est pour nous, hein, c'est pas sentiment pour nous qu'ils non, écoutez, ne soyons pas naïfs, hein. Sortons de nos illusions. Nous les Africains, nous ne devons pas toujours nous incruster dans nos illusions. Sortons de nos illusions. Monsieur Nkoulou, nous tendons vers la fin de cette émission, certainement un mot de fin. Non, un mot de fin, c'est que nous, les Africains, principalement les Togolais, nous ne devons pas continuer, pas tergiverser, pas nous chercher. Nous ne pouvons pas toujours rester comme dans l'obscurité. Allons vers l'acceptation mutuelle, le respect mutuel, l'amour de l'autre et de la patrie. Et nous pensons que tous ces zizanies-là, nous pourrons nous épargner. Nous pouvons aussi garantir une bonne image, hein, aux yeux du monde. Ce n'est pas une question d'un individu. Ce n'est pas une question de voir que moi j'ai de la qualité, moi je suis tel, l'autre il n'est rien, etc. Tant que nous aurons toujours cette façon de réfléchir, nous serons toujours sur place. Nous ferons toujours du sur place, nous n'évoluerons pas. Dans un pays, il n'y a pas que tel est plus important que l'autre, tel n'est rien, c'est lui parce qu'il a l'argent, parce qu'il mène une vie luxueuse. Notre riche, ça vient d'où? Malheureusement, ça vient des Occidentaux, parce que quelque chose que nous possédons comme bien matériel, ce ne sont pas des choses qui sont issues de notre créativité, de notre ingéniosité, de notre savoir-faire, de notre intelligence, non. Mais nous sommes de tristes consommateurs. Voilà. Et donc, ça doit nous interpeller à sortir de ces illusions-là et aller vers l'essentiel pour faire avancer notre pays en toute solidarité, en toute harmonie, en tout respect mutuel. Savoir que c'est ensemble que nous devons faire avancer notre pays et ainsi nous construire une certaine fierté. Merci d'avoir été des nôtres. C'est moi qui vous remercie. Quant à vous, fidèles téléspectateurs de la chaîne de l'Espérance, merci pour votre fidélité. Je vous donne rendez-vous le dimanche prochain, même heure, même fréquence. Au revoir.